Ironiquement, les Francs ont une place bipolaire dans l'histoire française. À la fois ils représentent la violence et la sauvagerie des envahisseurs barbares, qui auraient mis fin à la paisible Gaule où vivaient à la fois nos prétendus ancêtres les Gaulois et les paisibles Romains. Enfin, paisible quoi. Mais d'un autre côté, on leur donne aussi une image améliorative, puisque c'est le peuple qui a à la fois donné ses premières heures de gloire à la future France, mais aussi son nom, et dont le bon français serait un descendant direct. Ce qui est assez triste avec ces deux images, c'est que l'on retient principalement un aspect conquérant et brutal, plutôt fidèle aux clichés sur les barbares, et on ne connaît que très vaguement les aspects du quotidien ou simplement leur histoire, qui ne commence pas avec Clovis comme on nous le fait souvent croire. Les Francs sont avant tout un ensemble de petits peuples germains qui apparaissent vers 250 après Jésus-Christ, lorsqu'ils mettent en difficulté l'empereur romain Galien. On pense que c'est environ lors de cette période que de nombreux peuples de Germanie commencèrent à s'unifier pour former des sortes de coalitions militaires ou confédérations de peuples capables de rivaliser avec les États de l'Antiquité tardive. Pour les Francs, c'est l'union de peuples comme les Chattes, les Bructères, les Chamaves et les Anzivariens. On ne sait pas exactement ce qui pousse ces peuples à s'unifier, peut-être pour être plus puissants militairement ou bien pour pouvoir commercer plus facilement entre les peuples. Dans tous les cas, les Francs et les autres confédérations qui se forment restent plutôt dans l'ombre de l'histoire et apparaissent en général dans les textes latins que pour déplorer une attaque ou un raid de ces peuples. Pour mieux comprendre l'évolution des Francs et leur place grandissante dans l'histoire, attardons-nous à des événements mettant en avant le peuple franc ou du moins des acteurs francs. Au IVe siècle, les Francs sont en majorité des paysans se vouant à des divinités germaniques. Ils sont divisés en plusieurs groupes comme les Francs saliens et les Francs rhénans. Les peuplades franques vivent sur les bords du Rhin à la frontière de l'Empire romain d'Occident. Ils pratiquent des raids dans l'Empire romain mais restent dans une entente plutôt cordiale avec l'Empire, puisque n'hésitant pas à soutenir les légions lorsque celles-ci pénètrent en Germanie. Cette entente va permettre le premier grand acte franc dans l'histoire, puisqu'en 392, Arbogast, un général romain d'origine franque, décide de renverser le pouvoir dans l'Empire romain d'Occident. Il fait assassiner l'empereur Valentinien II et installe au trône un empereur fantoche Eugène, qu'il manipule afin de gouverner l'Empire. L'empereur romain Dorian Théodose ne peut tolérer un tel coup d'état et déclare la guerre aux usurpateurs. Ce conflit a une portée bien plus grande que l'on peut le croire, puisque c'est la guerre entre un empire romain d'Occident dirigé par des païens face à un empire romain d'Orient dirigé par un chrétien zélé. Les armées des deux parties de l'empire se rencontrent à la bataille de la rivière froide, et bien que l'Occident soit en supériorité numérique, c'est l'Orient et le christianisme qui l'emportent, ce qui fait entrer pleinement l'Europe dans une période dominée par la foi chrétienne. Notre cher usurpateur franc Arbogast voit son peuple l'abandonner et face à la défaite, préfère se donner la mort. Après ça, les Francs reprennent une place plutôt secondaire dans les événements. Une chose à noter, c'est que les Francs sont du côté des Romains lorsque le 31 décembre 406, les barbares pénètrent dans l'Empire romain par le Rhin gelé. On oublie souvent qu'à la différence de ceux que l'on considère comme des envahisseurs barbares, les Francs eux se sont battus à la frontière pour les empêcher de pénétrer sur le territoire. Cette participation à la défense s'explique notamment car les Francs sont fédérés à l'Empire romain depuis 288. Mais aussi car les Francs n'avaient alors aucun intérêt à déstabiliser un voisin qui les protège et les enrichit. Il faudra attendre la toute fin de l'Empire romain d'Occident pour que les Francs se décident à s'emparer des terres romaines et notamment lorsque Clovis s'empare du royaume de Soissons de Syagrius en 486, qui étaient les dernières possessions des Romains en Gaule. Clovis réussit à unifier les différents peuples francs qui existaient et fonde la dynastie mérovingienne du nom de son grand-père Mérové. Vers 533, les fils de Clovis achèvent le royaume de Burgondie, le dernier des royaumes non francs en Gaule. Les Francs se retrouvent alors seuls sur un immense territoire avec une des populations les plus élevées et une administration plutôt efficace. Les Francs auraient alors pu prétendre à reconquérir les terres de l'Empire romain d'Occident, ou du moins ne pas s'arrêter aux seules frontières de la Gaule. Cependant, c'était sans compter sur la division des terres. Les Francs ont pour loi dynastique que les biens du père et de la mère sont divisés entre les fils légitimes. Cela va du petit paysan au roi, et dans le cas du roi, c'est le royaume qui est divisé. Pour se faciliter la tâche, les rois mérovingiens divisent le territoire du royaume de Clovis en 4 royaumes. Le royaume de Soissons, le royaume de Neustrie, le royaume d'Austrasie et de Burgondie. Cela aurait pu s'arrêter là, et chaque roi aurait fonctionné de son côté pour gérer son royaume. Cependant, les descendants de Clovis cherchèrent à toujours plus étendre leur pouvoir sur leurs frères, et cela mène à des guerres civiles continuelles pendant plusieurs siècles, avec tout un tas d'assassinats et de trahisons, de quoi réaliser une bonne série à la Rome ou à la Tudor. Ce chaos permet la naissance de hautes figures qui prennent de plus en plus de place dans le royaume tels que les ducs et les maires du palais, et ceux-ci sont à l'origine même de la chute de la dynastie des Mérovingiens. Puisqu'en 750, Pépin le Bref, maire du palais de Neustrie, et ses fils Charles et Carloman deviennent les rois du royaume et fondent la dynastie des Pinipides, qui deviendra par la suite la célèbre dynastie des Carolingiens. Pour l'histoire des Francs, nous allons nous arrêter là. Bien que le terme franc est encore largement utilisé, si nous continuons de là, cela risque de durer une éternité, et j'aimerais avant tout revenir sur une figure majeure de l'histoire franc, que j'ai pour l'instant fait que survoler, notre bon cher premier roi des Francs, Clovis. Clovis naît vers 466 chez les Francs saliens. Son père Childéric fut un des rois d'un des plus importants peuples francs de l'époque, mais il est aussi le fils de Basine qui est d'origine thuringienne, un autre peuple germanique de la région. Il est baptisé selon les coutumes païennes et est initié à l'art de la guerre dès ses 7 ans, ce qui est quand même vachement tôt quand on y pense. À la mort de son père vers 481, il hérite du royaume des Francs saliens.
L'Empire romain d'Occident vient alors à peine de perdre son dernier empereur, et il ne reste en Gaule qu'un seul état se voulant encore d'héritage romain, la région de Soissons, qui malheureusement pour elle est voisin direct avec le royaume de Clovis. Après avoir calmé les autres chefs francs qui essayent de faire tomber, puisque Clovis est seulement un jeune roi de 15 ans, celui-ci fait assassiner tous ceux qui osent avoir une prétention sur son pouvoir, même parmi sa propre famille. Ensuite, Clovis essaye d'étendre son royaume en s'attaquant aux autres royaumes francs. En 486, il envahit le royaume de Soissons de Syagrius, et c'est à ce moment que se produit le très célèbre épisode du vase de Soissons. En 496, Clovis vient en aide aux Francs rhénans contre les Allemands à la bataille de Tolbiac. Alors que les Francs sont sur le point d'être balayés par les Allemands, Clovis se met à prier le dieu des chrétiens de leur venir en aide comme l'avait fait Constantin au pont Milvius. Selon les auteurs de l'époque, c'est alors qu'une flèche a battu le roi des Allemands qui dure battre en retraite. Vers 499, il se fait baptiser par l'évêque Rémy de Reims. Cet événement est un événement marquant de l'histoire de France, car c'est à ce moment que se lance la christianisation du royaume franc qui va donner une place majeure à l'église dans les relations de l'État, et cela jusqu'en 1905. Bien que l'histoire du roi qui est sauvé par une flèche divine et qui met son peuple dans le droit chemin de la pensée chrétienne soit agréable pour certains, le baptême de Clovis a aussi des raisons politiques. D'abord pour plaire aux élites romaines déjà christianisées et qui gèrent l'administration du royaume de Clovis, mais aussi pour se donner des raisons permettant d'envahir le royaume des Visigoths qui ne partagent pas la même version de la foi chrétienne. Le royaume wisigoth étant alors le plus grand des royaumes barbares du Haut Moyen-Âge. Les prétentions de Clovis sur ce royaume se concrétisent en 507 à la bataille de Vouillé, où après une victoire éclatante et la mort du roi des Visigoths, Clovis s'empare du sud de la Gaule. De plus, il décide de placer sa capitale de son royaume sur Paris, qui reste la capitale jusqu'à nos jours. Avant sa mort en 511, deux autres grands événements marquent le royaume franc sous son règne. Inspirés par le droit romain et le bréviaire d'Alaric, les Francs mettent en place un code de loi du nom de loi salique. En plus des lois déjà appliquées aux Romains, sont ajoutées des lois cherchant à mettre fin à la fède. C'est la vengeance privée entre clans qui suit globalement la loi du talion. En plus de ça, est organisé le concile d'Orléans de 511 qui autorise les rois francs à désigner les évêques, ce qui donne un contrôle plutôt important du roi sur l'église. À sa mort, son territoire est partagé entre ses 4 fils et entame la longue hiérarchie des Mérovingiens dont l'histoire est traversée de guerres civiles, de complots et de trahisons. Alors, quoi penser de ces Francs? Je disais au début que les Francs avaient une image très guerrière et que c'était plutôt attristant. Pourtant, au cours de cet épisode, c'est surtout sur des événements guerriers que je m'attarde, mais aussi sur un personnage dont la plupart des mérites c'est d'avoir su obtenir des victoires à la guerre. Alors est-ce que les Francs étaient vraiment un peuple guerrier? Oui, à n'en pas douter. Et bien que l'on ait tenté ces derniers temps à améliorer l'image des barbares, en les montrant en dehors du domaine guerrier, on ne peut pas nier que la guerre est importante pour ces peuples, et que la période dans laquelle se développent ces nouveaux états est une période d'instabilité et de désordre. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que la plupart des auteurs de cette époque sont des auteurs latins, qui ont tendance à partager une image négative des peuples barbares comme les Francs, mais aussi qui s'attardent surtout sur des actes des rois, qui ont souvent utilisé la guerre comme outil pour entretenir leur pouvoir. Le peuple et les légendes du quotidien sont oubliés des sources écrites, mais l'archéologie permet d'ouvrir une fenêtre sur la vie de cette majorité de la population qui apparaissent comme de très talentueux artisans, notamment dans le domaine du travail des métaux. De plus, les Francs vivent pour la plupart d'une agriculture vivrière qui les rend très sensibles aux saisons et à la guerre, ce qui maintient une certaine crainte des dieux païens. Même si plus le temps passe, plus les campagnes se convertissent et relèguent les traditions païennes à des superstitions. Nous plaçons donc notre guerrier franc au niveau de leur Belgique d'origine, ce qui fait notre premier barbare pour notre carte des barbares.